Bien, bonjour à tous et merci d'être présents là pour ce premier webinaire sur la prise en charge médicale du patient avalanché. Donc globalement, on a trois présentations qui devraient nous tenir là sur l'heure et demie à venir. On va commencer avec un retour sur le registre du RENAV et sur la prise en charge médicale du patient avalanché. On parlera du patient hypothermique en arrêt cardiaque et on parlera également de stratégie de triage multivictime chez les patients avalanchés. Alors avant toute chose, comme je vous le disais, on va revenir un petit peu sur le registre du RENAV que beaucoup d'entre vous connaissent. Je vous fais un rapide rappel sur son historique et sur son évolution. Donc historiquement, hein, le constat est fait de multiples registres internationaux, notamment dans les rencontres internationales de la CISA-ECAR. L'ANENA qui débute une veille des avalanches dès la saison 69-71, mais à cette époque-là, on a encore une absence totale de recueil des données médicales, surtout de façon standardisée. Et pourtant, là, entre 71 et 2021, c'est 1482 décès en avalanche, soit environ 30 par an qui sont recensés. Et c'est une thématique qui nous concerne tout particulièrement dans les Alpes du Nord, puisqu'environ 2 tiers des événements sont dans ces massifs-là. Et donc, dès la saison 2014-2015, donc sur ce qui était le territoire historique du Renault, donc l'Isère, la Savoie, la Haute-Savoie et le CH de Briançon pour des raisons de réseau et de stratégie d'orientation des patients, vont débuter ce registre avec comme objectif affiché une veille exhaustive des événements d'avalanche qui ont lieu sur ces territoires, avec bien sûr à terme l'idée d'améliorer nos pratiques individuelles et surtout collectives. Et donc pour ça, on s'appuie et on le fait toujours maintenant sur de multiples sources, l'ANENA, Météo France, Data Avalanche, le SNOSM, avec qui on échange et on interagit. Je vous fais rapidement l'organisation du RENAV. On a 3 médecins coordonnateurs du registre, pardon. On a un référent médical par base et puis 2 attachés de recherche clinique. Et donc j'en profite pour saluer tout le travail qui a été fait par Vanessa et puis maintenant Christine sur la veille et puis sur la tenue de ce registre. Il n'en serait pas là si elles n'avaient pas fait tout ce travail d'aller chercher les données. Et donc ces données, elles viennent des médecins, depuis donc les médecins préhospitaliers. Et puis on va récolter des données des régulations médicales départementales. Et puis, comme je vous le disais, il y a tout ce travail de veille dans la presse régionale, nationale, sur les sites internet spécialisés et bien évidemment maintenant les réseaux sociaux qui nous apportent un bon nombre d'informations. Je vous fais un petit point là, d'où en est le registre là sur les 10 ans, vous voyez qu'on a inclus 596 patients actuellement, avec un nombre d'impliqués qui avoisine les 700. La différence, elle provient du fait évidemment que tous les impliqués ne sont pas inclus sur un peu moins de 400 événements avalancheux. La mortalité, actuellement, on a 160 décès qui sont enregistrés. La très grande majorité des décès surviennent en préhospitalier. Où est-ce qu'on en est sur les objectifs là, après 10 ans de registre? Eh bien, sur l'exhaustivité, hein, qui était un des principaux objectifs, elle est très bonne, surtout quand on se compare avec les autres structures de veille, comme on disait. Il y a un rapprochement avec les partenaires là, qui a particulièrement avancé cette saison pour encore améliorer cette veille et cette exhaustivité.
Et puis, il y a un lien qui est fait avec les registres secouristes, notamment sur les données nivologiques. Je sais pas, Marc, si tu veux juste nous dire un mot rapidement là sur ces registres secouristes. Eh ben, l'idée, c'est de croiser les informations médicales que l'on a enregistrées au départ avec le registre, et puis de les croiser avec les bases de données des CRS, du PGHM, et qui sont coordonnées par le SNOSM. L'idée étant d'avoir une corrélation entre la profondeur d'ensevelissement et puis tout ce qu'on voit dans les pathologies médicales, et aussi la densité de la neige, l'exposition, etc., et tout un tas d'informations météorologiques qui vont nous permettre, in fine, de faire des corrélations entre une zone, un type de neige, un type de risque, et puis le type de lésion qu'on peut avoir. J'ajoute qu'on le croise aussi avec une base de données qu'on est en train de mettre en place avec la médecine légale, où un certain nombre de patients décédés sont, on en reparlera plus tard, mais sont autopsiés, et où on va aussi essayer de faire cette corrélation entre tous ces éléments nivologiques et puis jusqu'à la toute petite lésion. Voilà. Oui, donc le rêve, ça serait d'avoir un modèle prédictif, hein, c'est ça, hein. Exactement, c'est ce qu'on essaie de faire. Je pense que c'est peut-être illusoire, mais en tout cas, l'idée, c'est d'améliorer les connaissances. Sur donc toujours un peu sur cet objectif d'exhaustivité, si il vous est arrivé de regarder dans les différentes sources, vous allez voir forcément des différences par rapport aux chiffres que je vous présente ici, hein, tout simplement parce que nous, on prend dans ce registre que les patients qui sont pris en charge par les secours organisés. Et donc le gros gap qu'on a, c'est toutes les victimes qui n'appellent pas les secours ou là, tous les événements qui ont lieu en dehors des Alpes du Nord. Je reste convaincu et je sais que les collègues des autres bases, des autres départements de France sont aussi convaincus de la nécessité de tendre vers un registre national et on ne relâchera pas nos efforts pour tendre vers cet objectif. Marc, tu veux nous dire un petit peu un mot là sur les registres internationaux, justement? Alors, on n'y a pas à proprement parler de registre international et de base de données internationale des avalanches. On a en revanche des collègues suisses qui ont une base de données qui est exhaustive, alors qui dépend de leur organisation, hein. Il y en a pas, il y a peu d'organisations en Suisse, mais elles ont chacune leur base de données, et il me semble qu'elles les croisent. Il y a l'Institut Davos également qui a pour vocation aussi de colliger l'ensemble des données, mais je ne suis pas capable de vous dire s'ils ont un registre complètement national. Et la même chose dans tous les autres pays où chaque organisation a sa base de données, mais jusqu'à maintenant, on n'a pas de base internationale. Il y a une velléité de le faire pour ce qui est de l'hypothermie accidentelle, mais pas à ma connaissance pour l'instant, pas sur les avalanches. Donc la feuille de recueil, alors ça c'est la nouvelle feuille de recueil hein, qu'on a mis en place dès cette année. Vous voyez qu'on va collecter un certain nombre de variables qui vont concerner la victime, une partie sur l'ensevelissement, et puis l'état clinique, que ça soit en préhospitalier ou à l'hôpital. L'autre objectif qu'on s'était fixé, c'est est-ce que on a amélioré nos pratiques? Alors on a mis oui, hein, on pense qu'on s'est quand même amélioré, notamment là sur l'utilisation de cette checklist. La Marc, tu nous en dis un mot? Alors, le premier, on va dire historiquement, le premier travail qui a été fait sur les bases du registre RENAV, c'est le travail du docteur Chariot-Perret, qui consistait à comparer les prises en charge qui étaient faites. Donc, c'était l'année 2014-2015, avant la mise en place de la checklist, cette fameuse checklist qui émanait en fait des recommandations de la CISA-ICAR. Il y avait tout un algorithme qui était fort complexe, enfin, qui était facile à comprendre assis dans une salle, mais sur le terrain, avec un certain nombre de médecins de la CISA-ICAR et de médecins de terrain, on a mis en place une checklist qui permettait de s'affranchir du facteur humain et qui permettait de mettre des croix et des coches pour que, in fine, quand on prenne une décision, soit de réanimer, soit de ne pas réanimer, on le fasse sur des éléments qui soient objectifs. Donc cette checklist-là, eh ben, on l'a évaluée dans un premier temps sur la première année, donc l'année avant la mise en place, l'année après. Du coup, ça faisait un effectif qui était trop faible pour avoir des résultats significatifs, mais ce qu'on voit, c'est que on passe, donc on analyse la pratique ensemble, entre experts, on se dit, est-ce que la prise en charge a été conforme aux recommandations?
Voilà. On est plusieurs, on se met d'accord. Quand on n'est pas d'accord, on revoit bien le dossier et on finit par se mettre d'accord. Et donc, dans un premier cas, on était entre 80 et 84% de respect des recos sur l'ensemble de l'effectif. Mais quand on s'intéresse aux patients qui étaient ensevelis longtemps et qui étaient sortis en arrêt cardiaque, donc ces fameux patients hypothermes pour lesquels on doit se prononcer sur place pour savoir si on les ramène pour une indication de CLS ou si on les déclare décédés, on est passé d'un respect des recos à 60%, de 60%, on est passé à 100%. Donc, on n'a plus jamais fait d'erreur à partir du moment où on a mis en place la checklist sur une décision concernant la prise en charge d'un arrêt cardiaque long, c'est-à-dire potentiellement en hypothermie. Donc là, oui, effectivement, on a amélioré nos pratiques. Oui, parce que c'est une prise en charge qui est complexe et puis on va y revenir largement après. Et ça, cette checklist, du coup, c'était un autre travail, mais cette fois de plus grande ampleur. Alors voilà, donc Alexandre Kotman, qui est la personne avec lequel j'ai beaucoup travaillé au départ sur cette checklist, a ensuite fait un gros travail sur les données suisses sur une période beaucoup plus longue et a permis là pour le coup d'avoir des résultats significatifs où on voit que avant l'introduction de la checklist, on était à 75% en moyenne de respect des recommandations et on passe à 93%. Voilà, et à droite, vous avez cette checklist qui, effectivement, vous permet encore une fois de vous affranchir du facteur humain et du côté émotionnel et difficile en fait de la prise en charge des sujets sur le terrain de l'avalanche. Bon, et l'enjeu, du coup, c'est d'identifier les licornes, mais tu nous reparles un petit peu plus tard des licornes. On fait un petit point sur l'épidémiologie et quels enseignements on peut tirer de nos données. Donc clairement, là, d'année en année, il y a pas d'évolution, même si on avait eu l'impression qu'il y a une tendance à un rajeunissement, c'est pas significatif, hein. L'homme jeune, 36 ans en moyenne, 80% d'hommes, 20% de femmes, avec environ 20 minutes d'ensevelissement. C'est vraiment la victime stéréotype de l'avalanche. Une petite diapo pour juste qu'on s'accorde sur les termes, hein. Donc, notre victime d'avalanche, elle est soit non ensevelie, soit ensevelie. Si elle est ensevelie, elle peut être de façon partielle, non critique, et donc ensevelie totale ou critique. Dans ces deux cas, un ensevelissement partiel, critique et total. L'enjeu, c'est l'ensevelissement des voies aériennes supérieures. Donc, vous verrez apparaître dans les différentes présentations un petit peu tous ces termes. Ce qui compte, c'est est-ce que le patient a les voies aériennes ensevelies ou pas. On le voit juste après. Vous voyez là au fil des saisons les différents types d'ensevelissement. Globalement, les proportions ne changent pas d'une année sur l'autre. Voilà. Là, c'est l'orientation de ces patients. Et donc, vous voyez que, on va y revenir un petit peu après, hein, mais que dans les ensevelissements critiques, il y a quand même un certain nombre de patients qui rentrent, je vais dire, qui rentraient à domicile. Et on va voir pourquoi cette orientation euh, est problématique. Elle est problématique parce que si vous regardez dans ce tableau, hein, vous voyez que la moitié, 47% exactement, des patients avec un ensevelissement des voies aériennes supérieures décèdent, hein. Et ces patients, ils décèdent de quoi? On va le voir tout de suite. Là, Marc, si tu veux nous dire un mot là, de la littérature sur les causes de décès. Alors juste, donc les causes de décès, on a évidemment trois cas principaux. La première, dans l'ordre, hein, c'est le traumatisme. Évidemment, ça dépend bien de l'endroit où on se trouve. On a des données canadiennes et des données européennes sont très différentes. En Europe, les stations de ski ou l'endroit où on skie, c'est plutôt en altitude, il y a peu d'obstacles, il n'y a pas souvent d'arbres. Au Canada, on est beaucoup plus dans les arbres avec une neige qui est plus dense, etc. Donc on a côté rocheuse, aux États-Unis et au Canada, beaucoup plus de traumatisme qu'en Europe. Après, la deuxième cause chronologiquement, mais la plus fréquente, c'est l'asphyxie. C'est le fait, soit d'avoir les voies aériennes complètement bouchées, soit au bout d'un moment de ne plus être capable de respirer à travers la neige. On y reviendra, ça, c'est la cause principale. Et puis, on a la fameuse licorne dont tu as parlé, qui est certains patients qui se retrouvent avec une cavité de neige, qui peuvent respirer pendant un certain temps et qui, eux, vont être exposés au froid et donc vont
être victime d'hypothermie accidentelle sans avoir ni traumatisme létal ni hypoxémie. Et donc ceux-là, potentiellement, ils peuvent s'arrêter à cause de l'hypothermie. Donc c'est le troisième cas. En majorité, on dit qu'il y a 70% d'asphyxie et 30% de trauma, ce qui laisse un tout petit peu de part pour l'hypothermie. Et la prévalence, on ne la connaît pas vraiment. Il y a quelques licornes, mais il n'y en a pas énormément. Donc ça, c'est sur les données. Souvent, les données qu'on retrouve dans la littérature, c'est des données observationnelles. C'est-à-dire qu'on a fait un examen externe d'un corps et on a dit, voilà, les gens ils sont morts de ça ou de ça. Et on a assez peu de données qui soient des données de médecine légale, des données autopsiques. On en a quelques-unes sur des petites séries et c'est vraiment un travail qu'on a commencé à faire au CHU de Grenoble, donc avec l'équipe de médecine légale du professeur Scollan. Et on a eu un premier travail qui date de 2016, dans lequel on a pris 25 observations de personnes décédées par avalanche et on voyait que majoritairement, c'était l'asphyxie seule ou qui était liée à un traumatisme. Voilà. Ça, c'est le premier travail. C'était un travail de mémoire et non, c'était un travail de thèse au départ. Voilà. Depuis, on a commencé à aller plus loin et on a eu pour objectif en fait d'aller chercher derrière chaque décès quelles étaient les causes de la mort. Et donc ça, on a eu la chance de bénéficier de l'aide du procureur de la République et pour le moment, on a une étude qui est en cours. Alors tu peux passer la Ouais, suivante. je crois qu'on Voilà. va y revenir après Ah, sur ok, ok. la partie anthropologie. Ok. Donc là, je reviens juste sur les facteurs de risque de décès. Donc, on a largement parlé là de l'ensevelissement des voies aériennes supérieures et on verra dans quelle mesure ça rentre en compte dans les algorithmes décisionnels. Ça, encore une fois, c'est les données de notre registre. Et vous voyez que de façon assez originale, on a mis en évidence là, cette année que l'âge, en tout cas l'âge supérieur à 50 ans, était un facteur de risque de décès. Euh, on va parler maintenant du traumatisme parce que le traumatisme grave, vous le voyez en bas à droite, là, c'est le point bleu. C'est aussi un facteur de risque de décès. Euh, donc finalement, quand on regarde les recommandations dont Marc vous reparle un peu plus tard, de 2023, la partie qui concerne vraiment le traumatisme est relativement restreinte, hein, on en parle assez peu. On sait que les avalanchés sont traumatisés. Voilà, ils nous disent le trauma sévère peut être la cause de la mort, comme ça peut être autre chose. Et en gros, c'est pas facile sur site de l'expliciter. Et donc, constatant qu'il y avait quand même peu de données dans la littérature sur le patient avalanché vivant, on a lancé un certain nombre de travaux. Le premier qui a été fait par Alexandre Amergo, Charles Seria et Antoine Le Goff, c'était sur les patients grade C avalanchés, donc au sein du RENAV, en les comparant aux patients grade C non avalanchés, issus de la base du Trono, et on avait fait le choix de prendre les AVP. On était sur une période hivernale, on faisait un descriptif lésionnel en calculant en établissant les AIS et du coup en calculant le score ISS qui en découlait. Ça, c'était entre 2016 et 2022. Vous voyez que la population, elle est comparable. Alors, c'est peut-être un peu surprenant, j'allais dire rigolo, mais c'est pas le terme, de s'apercevoir que finalement, les patients grade C sur des AVP, ce sont exactement les mêmes que les patients avalanchés, hein. C'est l'homme jeune. Euh, voilà. Si vous regardez l'ISS moyen, il est d'environ 6,64 exactement pour les patients avalanchés et il est de 10 pour les patients non avalanchés. C'est presque significatif. Et donc, quand on prenait l'ensemble de cette population de grade C, avalanchés et non avalanchés, il y avait quand même 30%, enfin, dans l'ISS parmi supérieur à 15, il y en avait quand même 30% qui étaient des patients avalanchés. Ça montre bien que dans une population de grade C avalanchée, il y a des patients traumatisés sévères.
Les autres, donc ceux qui restent, est-ce que pour autant ils sont indemnes? La réponse, elle est non. Vous voyez que un tiers de ces patients avaient quand même des fractures, donc 21% des fractures du rachis, 10% de lésions intrathoraciques avec des pneumothorax, des contusions pulmonaires, 10% environ de traumatismes crâniens, et en revanche des lésions intra-abdominales qui étaient quand même moins fréquentes. Euh, Il y a dans cette population une manque d'exhaustivité qui fait qu'il y avait probablement ce travail n'est pas ressorti significatif, c'est une des explications parce qu'il y a une part non négligeable de patients avalanchés qui font de l'autosauvetage et qui ne demandent pas de secours. Et donc ça, c'est des patients qui sont perdus, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Le message qu'on veut faire passer ici, c'est la vigilance. Vigilance pour les patients victimes d'avalanche qui se présenteraient spontanément aux urgences. Vous voyez, à droite, ça c'est une ancienne feuille de recueil. Et vous voyez l'hélico refusé par la victime. Cette victime-là, elle est redescendue toute seule. On l'a retrouvée 4 heures après aux urgences de l'hôpital d'Annecy avec des lésions intrathoraciques sévères. Euh, Suite à ce premier travail et à ce constat, on est allé un petit peu plus loin. Et Céline Cornas nous a fait une thèse là, en octobre 2024 où elle a repris entre 2016 et 2023 tous les patients avalanchés vivants. Donc encore une fois, ça c'était un petit peu le gap dans la littérature, c'est ces patients vivants, finalement, qu'est-ce qu'ils ont? Donc on retrouve dans notre registre 308 patients vivants qu'on a donc inclus dans cette analyse. Et ce qui ressort de ce travail, c'est que parmi ces 300 patients, il y en avait 31% qui avaient qui étaient traumatisés sévères, c'est-à-dire avec un ISS strictement supérieur à 15, ou qui avaient au moins une lésion significativement grave, c'est-à-dire un score AIS supérieur ou égal à 3. Pareil, Céline a fait un gros boulot de description de ces patients et vous voyez que parmi tous ces patients vivants, il y en a quand même, enfin il y a quand même beaucoup de patients qui ont des lésions, que ce soit sur les membres, hein, ça représente la grande majorité des lésions, mais la vigilance, c'est le thorax, la tête, le cou, l'abdomen, les chiffres étaient un petit peu plus élevés. En tout cas, quand vous regardez sur le tableau de droite, les scores AIS, donc avec des lésions significatives supérieures ou égales à 3, on voit qu'il y en a quand même beaucoup sur le thorax et au niveau de la tête et du cou. L'enjeu de ces patients, c'est donc de les identifier correctement dès la phase préhospitalière pour qu'ils soient orientés au mieux, évidemment, dans notre logique territoriale de réseau. Donc, suite à ces différents travaux, suite à différents retours de terrain, des rétex, etc., en discutant avec les collègues, on a pris le parti d'établir une recommandation de réseau, qui n'est pas une recommandation que vous trouverez ailleurs, mais c'est de dire que toutes les victimes d'avalanche doivent être considérées comme des grades C dès la phase préhospitalière et donc être orientées vers un centre hospitalier. Donc je vous ai remis les différentes les pictogrammes là à gauche qu'on avait vus précédemment et donc vous comprenez mieux pourquoi on disait initialement que orienter ces patients au domicile c'est une erreur et qu'il fallait privilégier la prise en charge hospitalière. Et vous voyez que sur le graphique en bas à droite, on a quand même le sentiment que le message est passé puisque les blessés légers, en tout cas sur les 2 dernières saisons, ont disparu. C'est-à-dire que les patients sont plus catégorisés comme blessés légers, c'est éventuellement des grades C ou alors ils sont transportés à l'hôpital, c'est ce que vous avez en gris. Un autre facteur à considérer pour lesquels il faut orienter ces patients vers des structures hospitalières et pas, en tout cas, pas les laisser rentrer à domicile, c'est le syndrome de stress post-traumatique, hein, Marc. Alors, ça, c'était encore un autre travail qui a été fait et qui a été publié donc, et
sur la base du Renault et qui est fait par Charlotte Léonard, donc je remercie, que je félicite. Elle a appelé en fait les patients inclus dans le registre et qui étaient vivants bien évidemment. Elle a essayé de les joindre et elle leur a posé un certain nombre de questions qui concernaient leur qualité de vie après l'exposition à une avalanche. Donc il y avait 107 patients qui étaient potentiellement éligibles et il y a eu des réponses à 52 questionnaires. Donc voilà, une exhaustivité à 50%, ce qui est pas mal. Et on voit qu'en calculant des scores qu'on appelle l'IESR ou le SF12, qui mesure la qualité de vie ou la prévalence du stress post-traumatique, pardon, on voit qu'il y a 10,9% de stress post-traumatique chez les sujets survivants. Et ça correspond à un événement grave type attaque terroriste ou explosion ou accident grave. Voilà. Et dans tous les cas, c'est corrélé avec une mauvaise qualité de vie. Les facteurs qui étaient considérés comme aggravants, c'est les patients qui étaient ensevelis complètement et puis en analyse de sous-groupe, les patients qui avaient été intubés. Voilà. Donc en termes de prévention, ce qu'on avait pu ressortir de cette étude, c'est que il faut y penser. Les gens qui sont sous une avalanche peuvent être soumis à un stress extrême. Ils décrivent pour la plupart la sensation de mort imminente, en fait. Et ça peut passer en le simple débriefing en fait par les unités de secours en montagne. Le rappel, généralement, ces gens sont entendus après l'événement, mais de les entendre en leur disant bah, racontez-nous ce qui s'est passé, ce que vous avez ressenti, etc. Fait uniquement par les secouristes, déjà, ça diminue le risque de manière significative. Et puis, si ça ne suffit pas et si le gendarme ou le CRS ou le pompier s'aperçoit qu'il y a des facteurs de risque supplémentaires ou que la personne vraiment continue d'être en état psychologique vraiment difficile, pas hésiter à contacter les CUMP dans les SAMU. On parle un petit peu d'anthropologie et ce que nous apportent les études des patients décédés qui ont été inclus dans le Grenade. Tu avais commencé à en parler. Alors effectivement, on a donc tu as parlé des vivants, ce qui était intéressant. Donc c'est intéressant de voir dans le première leçon à tirer, l'avalanche a une cinétique élevée et potentiellement ça peut entraîner des lésions graves pour les vivants et bien sûr ça peut faire décéder les personnes. Donc on a mis en place en même temps que tout ce registre exhaustif en fait avec les partenaires et grâce au procureur de la République, une étude qui nous permet de faire l'autopsie de tous les sujets qui sont décédés suite à une avalanche. Et donc ça a débuté en 2023. Il faudra 38 personnes à inclure et on en est à 28. Donc voilà, on avance progressivement. Et ce qu'on peut dire d'une analyse préliminaire qui est évidemment incomplète, de l'analyse sur 17 accidents, c'est qu'en fait, il y avait 11 décès de causes traumatiques et 6 fois sur 11, c'était des traumatismes osseux qui n'étaient pas visibles à l'examen externe. Et alors, c'était des traumatismes vitaux. On avait des ruptures de l'isthme de l'aorte ou des traumatismes rachis, notamment du rachis cervical. C'était absolument invisible à l'examen externe. D'où l'intérêt de faire ces séries autopsiques. Alors, on n'est pas à dire qu'il faudra des autopsies pour tout le monde, mais néanmoins, cette étude elle va nous permettre de prendre conscience en fait de potentiellement la gravité des accidents d'avalanche sur les fonctions vitales. On a ensuite, c'est la même. Ça, c'est sur les traumas osseux, celle-là. Voilà. Une autre partie sur les traumas osseux qui dit exactement la même chose, qui dit 8 fois sur 13 les traumatismes osseux sont pas visibles à l'examen externe, donc on les voit pas. Et puis on a 8 fois sur 13 aussi des traumatismes qui sont à l'origine du décès. Et alors toujours sur cette, alors ça c'est une autre cohorte en fait, c'est pas celle dont je parlais au départ, c'est une autre cohorte qui a été faite par l'allemand et qui montrait qui analysait les mécanismes et puis les types de fractures et on voit qu'au niveau du rachis, on est sur des équivalences de fractures ou d'accidents à haute cinétique ou sur des accidents graves de la voie publique. Donc ça va dans le sens de dire qu'une avalanche qui nous arrive dessus, c'est pas uniquement juste de la neige toute molle qui vous protège, c'est un gros facteur de risque de trauma sévère. Alors parfois, on a des avalanches qui balayent les victimes dans un couloir. Ça, c'est vrai que quand on est en bas et qu'on va la chercher, on se rend pas forcément compte de l'endroit où on est tombé. On se dit pas, tiens, elle a fait 160 mètres de dénivelé.
Ça, c'est la première erreur, de se dire quand on vient chercher une victime, on se dit, tiens, d'où elle est tombée. Donc ça, déjà, on peut prendre conscience de la cinétique. Et deuxième chose, de se dire que se prendre une telle quantité de neige, eh ben, potentiellement, c'est comme se prendre un mur ou se prendre une autre voiture. Voilà. Donc le message de dire que tous les avalanchés sont des traumatisés sévères potentiels, il est corroboré par ces études autopsiques. Je vais te laisser la parole puisque tu embrayes avec la prise en charge médicale de l'avalanché et les recommandations. Alors, on passe effectivement, merci, sur la deuxième partie de la présentation, où on va parler des recommandations de la prise en charge. Alors, moi, je vais vous parler essentiellement des sujets vivants et puis également de triage des sujets en arrêt cardiaque. Et ensuite, je donnerai la parole à Guillaume Debatty, qui est le grand spécialiste de l'arrêt cardiaque et qui a participé aux dernières recommandations de l'ERC, où il y avait un chapitre sur l'arrêt cardiaque en circonstances particulières. Donc, on abordera ces questions-là et on parlera aussi de mode de ventilation des patients en arrêt cardiaque et qui sont ramenés pour ECLS. D'abord, les recommandations, les dernières en date donc, de la CISA-ICAR, date de 2023, elles concernent essentiellement les patients en arrêt cardiaque. Parce qu'évidemment, c'est le sujet principal dans une avalanche, c'est de décider, de savoir quelle est la part des patients qui sont en fait des arrêts cardiaques liés à l'hypoxie, liés au traumatisme. Ça arrive dans les premiers moments de l'avalanche. Et ceux qui potentiellement sont des hypothermes. Effectivement, on a quand même peu d'informations sur les vivants et sur les sujets qui sont encore vivants. Quelques cas particuliers, alors toi tu les connais bien, tu les aimes bien. Ça c'est vrai que c'est une spécificité des publis de la CISA où on va chercher les cas un peu assez incroyables. Donc c'est vrai qu'il faut retenir que euh, évidemment, vous savez tous que dans les premières minutes d'une avalanche, en fait, les sujets sont soumis au manque d'oxygène et qu'on meurt dans les 15 à 20, à peut-être un peu plus, premières minutes. On verra ce que diront nos registres. Mais on peut aussi survivre pendant plusieurs heures. Donc, on a des survies à 17 heures, à 25 heures sous une avalanche, à 43 heures et même à 37 jours. Alors, je crois que c'était dans une circonstance particulière. Oui, après, voilà, c'est dans un bâtiment enseveli, etc. Mais le message important, c'est de dire que la respiration, les échanges gazeux sous une couche de neige sont possibles dans des circonstances particulières. Alors là, encore une fois, on est sur des cas particuliers. Donc, on a fait ce travail de revue de la littérature pour les recommandations. Et donc, on a analysé tous les case reports qui étaient publiés. Donc, on voit que il y a un sujet qui, au bout de 10 minutes, était incapable de respirer et qui était en arrêt d'origine asphyxique. Voilà. Alors, avec les biais qu'il y a de ces descriptions de ces cas cliniques, hein, on voit aussi, par exemple, ça c'était en Italie, que le temps le plus court pour faire un arrêt hypotherme, le temps le plus court qui est publié, c'est 100 minutes. Voilà. Sachant que les recos, vous verrez, le cut-off, il est à 60 minutes. 60 minutes, pourquoi? Puisque c'est le temps minimum qu'il faut pour arriver à une température au-dessous de 30 degrés, qui peut engendrer un arrêt cardiaque hypotherme. Donc on sait qu'en moins de 60 minutes, tout arrêt cardiaque ne peut pas être d'origine hypotherme. C'est vraiment le message important. Ça, c'est la théorie, et en pratique, le plus court qu'on ait vu, c'est 100 minutes. Voilà. Alors, on va passer ces cas particuliers et on va quand même rappeler quelque chose qui est extrêmement important puisque je vous parle des vivants. Les gens sont donc enfouis sous la neige. Sous la neige, la neige, elle a une densité particulière. Elle peut être soit très fraîche, soit très compacte. Et on est capable de respirer à travers la neige. Alors, attention, si les voies aériennes sont complètement obstruées, c'est-à-dire s'il y a de la neige dans la bouche, dans les cavités nasales, un énorme bouchon, et quand on sort ce bouchon-là, on n'a aucun doute sur le fait que c'était un bouchon qui empêchait le passage de l'air. Voilà. Ça, de temps en temps, on le voit réellement que les cavités sont obstruées. Il n'y a aucune possibilité de respirer. C'est comme se faire étouffer par un coussin. C'est impossible de respirer. Okay. Ça, c'est le cas le plus malheureusement, un cas assez fréquent et le cas qui fait décéder dans les toutes premières minutes. Après, en fait, malgré tout, il est possible de respirer à travers la neige. Moins elle est dense, plus elle est dense et moins on peut respirer, mais moins elle est dense, plus c'est possible d'avoir des échanges gazeux. Toutefois, en fait, on expire mal son CO2. Et donc, si on combine l'hypercapnie qui va survenir
le fait qu'on va augmenter la quantité de dioxyde de carbone qu'on va inspirer, plus l'hypoxémie qui engendre des troubles de conscience, et on rajoute à ça l'hypothermie accidentelle, donc l'exposition au froid, et on sait que plus vous êtes exposé au froid, plus la température diminue et plus l'état de vigilance diminue. C'est même le premier paramètre vital qui diminue lorsqu'on est exposé au froid. La première chose qui diminue, c'est le score de Glasgow. Donc un sujet hypotherme, il a toujours des troubles de conscience. Donc on finit par ce fameux syndrome triple H, donc hypercapnie, hypoxémie, hypothermie. Tout ça engendre d'abord des troubles de conscience et ensuite peut conduire au décès. Pourquoi je parle des troubles de conscience? Parce que vous allez voir que souvent vous allez retrouver vos patients inconscients lorsque vous allez les sortir de la neige. Ils mettent un certain temps à récupérer, on y reviendra. Quelques points clés, donc toujours qu'on peut retenir des recos d'abord de la CISA-ICAR, c'est plus l'ensevelissement est profond et moins la survie est bonne. Ça paraît logique, mais effectivement, pour le moment, toujours sur des données observationnelles, quand un sujet est enterré à plus de 2 mètres et qu'un autre est à 30 cm, évidemment, il vaut mieux aller chercher le premier, ça mettra moins de temps pour aller le chercher. Donc ça, on y reviendra sur la partie triage multivictime, mais la profondeur, c'est un élément clé. La densité, j'en ai déjà parlé, et on a Giacomo Strapazan qui a travaillé beaucoup sur cette densité de neige et sur des modèles expérimentaux, et on voit qu'effectivement, on respire moins bien à travers une neige qui est très lourde et très humide. Je reviens sur la survie, ça c'est ce qui est publié toujours dans les recommandations de la CISA-ICAR. On voit que c'est évident que quand l'ensevelissement est partiel, eh ben, on a 96% de survie. Les 4 autres pourcents, généralement, c'est lié au traumatisme. Et pour l'ensevelissement complet, on a une fourchette entre 38 et 48% de survie parmi ceux qui sont complètement ensevelis, c'est-à-dire dont les voies aériennes sont ensevelies. Et ça, c'est cohérent avec les données du RENAV. Je reviens sur ce fameux inconscient qui respire. Donc là, j'ai mis le logo Urlara, puisque c'est pas dans les recos de la CISA-ICAR, mais quand vous sortez un sujet d'une avalanche qui respire, mais qui est inconscient, on n'est pas dans. Enfin, on peut évidemment être dans le cadre d'un traumatisme crânien, mais le plus logique, ça soit justement ce fameux syndrome triple H, et qui, bien évidemment, va diminuer lorsque le sujet sera en contact avec l'air, encore plus avec l'oxygène. Et pour peu que vous l'isoliez du sol, il va reprendre connaissance. Donc, on ne se jette pas dessus comme si c'était un neurotraumatisé. On lui laisse le temps de reprendre connaissance petit à petit. Vous allez voir que progressivement, il va s'améliorer. Du moins, ça, c'est dans nos pratiques. Et bien sûr, un sujet qui reste inconscient, alors qu'il a eu tout l'oxygène qu'il fallait, alors qu'il ventile correctement, il faut aller chercher une autre cause de troubles neurologiques. Voilà. Comme dans la population générale, un arrêt cardiaque qui se fait devant témoin, il a un meilleur pronostic. Alors ça, ce n'est pas forcément le cas pour les hypothermes en général. Mais pour les avalanchés en particulier, on a ces fameuses licornes, donc ces arrêts cardiaques d'origine hypotherme qui vont récupérer. Il y en a quelques-unes, mais il y en a évidemment beaucoup moins que chez les sujets qui sont juste exposés au froid et qui ne sont pas sous l'avalanche. Donc, on n'a pas, et d'ailleurs je le dis à la fin, l'arrêt cardiaque en asystolie sans témoin, pardon, ça reste de très mauvais pronostics. Et dans le registre, à ma connaissance, on n'a pas de survie de patients qui ont été retrouvés en arrêt cardiaque. En revanche, on a un taux de survie qui est très élevé chez les sujets qui respiraient au départ et qui se sont arrêtés de respirer ou dont l'activité cardiaque s'est arrêtée devant témoin, donc qui ont fait ce fameux rescue collapse. Et ceux-là, comme pour tous les patients hypothermes, ils survivent très bien. Donc, l'arrêt cardiaque sans témoin en avalanche, c'est quand même de très mauvais pronostics. Attention, toutefois, c'est toujours très compliqué d'aller vérifier qu'un sujet avalanché est bien en arrêt cardiaque. C'est pas facile du tout. Vous avez accès au départ à une partie du corps, peut-être à la tête, etc. C'est très compliqué de savoir. Et ça vaut le coup d'aller mettre un scope pour voir s'il y a un rythme ou pas. Voilà. Donc, on revient sur les recommandations de la prise en charge des sujets avalanchés qui sont vivants. Donc, on se rappelle, grâce au registre, que c'est un potentiel traumatisé sévère, que potentiellement le sujet il est hypotherme, et on garde en tête qu'il risque aussi de faire un stress post-traumatique. Ça, c'est ce qu'on a dans la tête. Du coup, on
À la prise en charge, eh bien, on l'immobilise comme un traumatisé sévère, donc il faut immobiliser son rachis, que ce soit cervical ou le reste. Bien évidemment, la contention pelvienne. On n'oublie pas de lutter contre le froid. Alors, je vous ai mis ces images de wrapping et puis le bubble wrap, etc. Donc, je vous rappelle, hein, les systèmes de chaleur mécanique associés à un système d'isolation qui permet de faire un système d'étuve. Et puis, on remet une couche par-dessus, c'est le fameux wrapping. Et on limite le temps passé sur place parce que on sait tous qu'un traumatisé sévère, moins il passe de temps en préhospitalier et mieux c'est pour sa survie. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'évidemment, le froid et le traumatisme sévère, ça fait, c'est un mauvais couple et qu'on a un risque de décès lié aux troubles de coagulation qui est majoré lorsque les sujets sont froids. Donc, on n'oublie pas de faire son boulot. Traumatisé sévère, lutte contre le froid, on rentre vite à la maison. Ok. Euh, Comment on les oriente, ces patients? Bah, c'est au minimum vers un centre de niveau 3, donc pour ce qui concerne le réseau Urgara. Donc Mm. pour le reste, c'est un centre hospitalier. Voilà. Il n'y a aucun patient qui doit rester sur place ou qui doit être confié aux proches dès lors qu'ils sont ensevelis complètement. Et pour autant, est-ce que sur place, il faut absolument faire le body scan, etc. C'est pas sûr que ça soit tous des grades C, qu'il faille les protocoliser. Néanmoins, admission hospitalière, examen minutieux, l'échographie au minimum, et puis bien sûr les examens ciblés, mais il n'est pas impossible qu'il faille aussi faire des body scans à tout le monde. Voilà. En tout état de cause, le patient euh, avalanché, c'est un traumatisé sévère. Voilà. Et on n'oublie pas qu'il est à risque de stress post-traumatique. Et donc, il suffit simplement de l'écouter au départ, qu'il nous raconte ce qui s'est passé, prendre le temps d'écouter ou envoyer quelqu'un qui a du temps pour l'écouter et puis faire en sorte qu'il soit bien rappelé par les unités de secours en montagne et éventuellement par la CUMP. Donc ça, on est là pour les vivants. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait quand on a un patient qui est en état de mort apparente sur place? Là où c'est extrêmement compliqué et on reviendra dans la suite de la présentation sur les patients qui sont, quand il y en a beaucoup, il va falloir prioriser. Donc c'est très compliqué de savoir ceux qui peuvent être réanimés de ceux qui ne peuvent pas. Donc voici les recommandations dont Guillaume vous parlera tout à l'heure plus dans le détail. Ce qu'il faut retenir, ce qui est extrêmement important, c'est le temps. Ok. Moins de 60 minutes entre le moment de l'avalanche et le moment où vous arrivez, et au moment où la victime est sortie. On n'a pas d'hypothermie, en tout cas l'arrêt cardiaque n'est pas lié à l'hypothermie, on fait une prise en charge habituelle de l'arrêt cardiaque. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de modification, ni des compressions mécaniques, ni des séquences d'adrénaline, ni de la défibrillation si c'est nécessaire, il n'y a pas de modification, et on peut faire une thoracostomie lorsqu'on pense que c'est traumatique, etc. Donc tout ça, on déroule ces algorithmes de prise en charge de l'arrêt cardiaque normotherme. Ok. Deuxième possibilité, on est à plus de 60 minutes et là, on se pose la question de savoir si on n'a pas un arrêt qui est hypotherme. Voilà. Donc, comment on peut savoir? On fait essentiellement, on vérifie la température. Donc, la température, elle se prend dans l'œsophage. Ça, c'est la première chose. Et puis, on vérifie bien évidemment que les voies aériennes sont libres. Ça doit être noté dès la sortie de l'avalanche. Si les voies aériennes sont obstruées, évidemment, là, on pourra dire non, il n'y a pas de nécessité de réanimation. Voilà. Si elles sont manifestement obstruées. En revanche, si les voies aériennes sont libres ou si on ne le sait pas et si la température est inférieure à 30, alors à ce moment-là, on va considérer que le patient il peut être candidat pour le CLS, pour l'ECMO, et on va le ramener dans un centre hospitalier où on va décider en fonction du critère principal, c'est le score HOPE, donc qui a été fait par l'équipe de Mathieu Pasquier en Suisse et qui a été validé ensuite de manière prospective et qui est un score de probabilité qui se base entre autres sur le taux de potassium donc, qui est pris en veine fémorale centrale et analysé par gazomètre. Et si ce score est supérieur à 10, alors il est candidat pour l'ECMO. S'il est inférieur, on ne va pas à l'ECMO. Voilà. Ça, c'était l'algorithme donc de l'ERC. Il est calqué sur celui de la CISA-ICAR qui avait été fait 2 ans plus tôt avec quelques petites subtilités. Voilà. Donc, je rappelle ce score HOPE, donc il est sur le flashcode, et donc vous avez un certain nombre de critères qui sont l'âge, le sexe, le fait que l'hypothermie, le fait qu'il y ait une notion d'asphyxie ou pas, la durée de la réanimation et ce fameux taux de potassium ainsi que la température centrale. Donc, les candidats à l'ECMO sont donc des arrêts devant témoin,
hein, les candidats principaux. Donc, c'est le fameux ratio collapse. Je rappelle qu'on n'a pas eu pour l'instant de succès de réanimation chez les gens qui sont retrouvés en arrêt cardiaque. Néanmoins, ça, c'est les candidats idéaux. Le rythme initial qui est choquable ou une bradycardie extrême. Et là, à ce moment-là, on sait qu'il y a, donc on est dans le cadre d'une hypothermie accidentelle, il n'y a plus de limite de low flow. Il n'y a pas de limite de durée de réanimation. Si ça prend 6 heures, ça prendra 6 heures. On peut même faire du massage cardiaque intermittent si la sécurité l'impose ou s'il faut treuiller, etc. Voilà. Et il faut que ça soit évidemment des hypothermes qui soient inférieurs à 30 degrés et que les voies aériennes soient libres et qu'il n'y ait pas de traumatisme létal évident. Ça sera complété à l'arrivée donc par une fast écho et pour guider la décision, confirmer qu'il n'y a pas de trauma létal évident et évidemment le calcul du score HOPE. Voilà. Et ça, je vous rappelle des éléments de la checklist dont on parlait au départ. Quand vous faites une coche pour savoir si les voies aériennes sont libres ou si elles ne sont pas libres, vous pouvez tracer cette information tout au long de la prise en charge, parce que les patients, en général, ils sont pris en charge au départ par des secouristes qui confient à un autre secouriste, qui amène au médecin qui est sur place, qui renvoie un autre médecin à l'hôpital. Donc, je vais redonner la parole à Loïc qui va vous dire comment on se prépare lorsqu'on va sur une avalanche où on sait qu'il y a du monde et que notamment il y a du monde en arrêt cardiaque. Donc là, cette vignette, vous la retrouvez évidemment dans la procédure avalanche sur le site Urjara. L'objectif de cette aide cognitive, c'était la préparation du schéma mental et la préparation de l'équipe lors de la projection sur un événement. Et vous voyez qu'il y a ce distinguo entre les deux phases, avec toujours le cut-off à 60 minutes du déclenchement de l'avalanche, entre la cause asphyxique qui va dominer les causes de décès sur cette phase précoce et l'hypothermie qui est pas une cause probable, hein, attention, il faut bien lire, c'est une cause possible de l'arrêt cardiaque. Donc je vous renvoie quand même à l'ensemble de la procédure Urjara sur la prise en charge du patient avalanché où vous avez tous les détails et ce dont Marc vient vous parler. N'hésitez pas, en tout cas, euh, pour ceux qui sont au secours, d'avoir ces aides cognitives que vous trouvez sur le site dans la poche. Ça permet aussi de conditionner le médecin, mais aussi les secouristes et l'ensemble de l'équipage, de les sensibiliser sur ce qui arrive. Le multivictime. Ah, pardon. D'abord, avant ça, en fait, il faut que tu mettes sur la présentation de Guillaume. Tu passes sur la présentation de Guillaume. Oui. Voilà, parce que voilà, maintenant qu'on a parlé de l'arrêt cardiaque, du triage entre guillemets de l'arrêt cardiaque, on va laisser la parole à Guillaume Debatty et qui va vous parler de la prise en charge de ces patients en arrêt cardiaque d'origine hypotherme et, euh, et, et les subtilités qui ont été C'est ça. mises en place. Mais regarde, je voulais pas développer le multivictime. Je voulais simplement finir, avant de passer la main Oui, à mes collègues, je voulais simplement montrer ce graphique juste pour, en introduisant la suite, hein, c'est de dire que une avalanche sur deux, c'est une seule victime. Un quart des avalanches, c'est deux victimes. Et trois victimes et au-delà, on est sur 10% et un peu moins ensuite. Donc, juste avant de passer la parole à Guillaume, qu'est-ce qu'on a de prévu pour la suite là pour notre beau registre, des publications et notamment notre courbe de survie. Et là, j'en profite pour remercier Cécile Ricard et tout le travail qu'elle fait sur les statistiques de ce registre qu'elle connaît par cœur. Donc, merci à elle. On fera certainement une mise à jour de la procédure en 2027 et puisque ça a été une demande et on se rend compte que c'est une nécessité. On va essayer de mettre l'accent sur le travail avec les collègues MCS. Merci pour les cœurs. Alors, juste, Guillaume, je retrouve ta présentation. Tac. C'est celle-là, hein. Non, elle est là. Et là, on la voit du coup. Je vais la mettre en plein écran.
Très bien, et ben, merci pour l'invitation. Impressionnante cette courbe de survie, donc on va falloir la publier rapidement. Elle est belle. Donc effectivement, je vais vous parler donc vraiment d'un cas particulier qui a été évoqué par Marc. C'est le patient en arrêt cardiaque et hypothermie accidentelle. Donc on voit que malheureusement, c'est pas la majorité des patients avalanchés. Et donc toute la partie patient traumatisé, je l'aborderai pas, mais effectivement, ça a été dit, la prise en charge de l'arrêt cardiaque du patient traumatisé, elle a aussi des spécificités et il faut le suivre, et elle est dans la procédure de Urjara sur l'arrêt cardiaque. Donc, un petit rappel sur l'effet métabolique de l'hypothermie, c'est on a une diminution des besoins métaboliques de l'organisme qui est proportionnelle à la température. Ça, c'est surtout pour introduire que dans l'arrêt cardiaque, le TCO2 qu'on utilise couramment dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque classique n'est pas un facteur pronostic. Et donc, il ne faut vraiment pas se baser sur cette valeur de TCO2 pour arrêter une réanimation ou la poursuivre. Si elle est basse, c'est pas grave, c'est attendu puisqu'on a une diminution du métabolisme. J'illustre aussi cet arrêt cardiaque hypotherme, parce que finalement, on a un très beau cas. Je pense qu'il y en a probablement qui le connaissent et qui ont participé à sa prise en charge, qui a été publié par l'équipe du PAR de Grenoble, sur une patiente de 55 ans qui s'était retrouvée épuisée dans une tempête de neige en montagne, avec un risque d'avalanche important, pas de secours héliporté possible. À l'arrivée des secours, la patiente avait des signes de vie, puis arrêt cardiaque en fibrillation ventriculaire. Donc ça illustre bien ce rescue collapse, le patient qui s'arrête devant vous. Il y a une tentative de choc électrique, il y a de l'adrénaline qui est injectée, il n'y a pas de reprise d'activité circulatoire. On verra que c'est effectivement fréquent dans ce cas-là. Et donc, il y a un transport de cette patiente avec une alternance de RCP et de transport, parce qu'elle ne pouvait pas être massée en continu pendant la descente. Une durée totale de no-flow qui avait été estimée entre 12 et 13 minutes. Une prise en charge préhospitalière qui était très longue, un patient intubé qui finalement a d'abord un massage cardiaque manuel, enfin une patiente qui a d'abord un massage cardiaque manuel, puis automatisé, et une température à 16 degrés 7 à l'arrivée à l'hôpital. Le TCO2 était basse, mais pas tant que ça, 19 pour une patiente hypotherme aussi importante. 3 heures de route jusqu'au CHU et un total de low flow de 5 heures. Là, on fait le score HOPE à l'arrivée, c'est ce qui va être recommandé, donc avec notamment l'âge, la kaliémie qui était à 5,8, et donc décision d'implantation et pas de traumatisme chez cette patiente, un séjour en réanimation prolongé et 3 mois en centre de rééducation, et puis ce courrier qu'elle écrit finalement en allant pas si mal après tout ce qui lui est arrivé. Et donc, ça rappelle encore cet élément de pas de limite de durée de low flow si l'hypothermie est accidentelle, est à l'origine d'un arrêt cardiaque. Alors, c'était pas une avalanchée, mais ça aurait pu avec ce mécanisme. Donc, les recommandations qui reprennent effectivement celles déjà publiées. Il n'y a pas de grosses modifications dans les recommandations. On va détailler un peu ces différentes parties. Et donc, ces recommandations 2025, vous les retrouvez dans les circonstances particulières sur le site de l'ERC. La première chose, c'est est-ce qu'il y a des signes évidents de décès? Ça a été évident. Donc ça, c'est les recommandations hypothermiques qui sont complémentaires finalement de celles sur l'avalanche. C'est un peu les mêmes critères. S'il n'y a pas de réanimation à tenter, des directives anticipées, ça c'est rarement le cas chez l'avalanché. Les conditions de secours qui permettent pas de prendre en charge la patiente. Et puis pour l'avalanche, il faut qu'il y ait un ensevelissement de plus de 60 minutes. Je crois qu'il y a une petite erreur du coup dans l'algorithme, on fera corriger. Donc si on a oui sur un de ces points, on arrête la réanimation. Si on n'a pas de oui sur ces points, on fait une RCP, on retarde pas le transport et on va faire la prise en charge. Donc on va le revoir. Donc la première chose, c'est on confirme l'arrêt cardiaque. Ça a été évoqué, le diagnostic d'arrêt cardiaque en hypothermie profonde, il est difficile. Et donc il faut vraiment avoir 1 minute d'enregistrement au scope pour être sûr qu'on n'a pas une activité électrique qui change quand même un peu le pronostic. On prend les critères de non-réanimation qui ont déjà été évoqués. On va faire une réanimation cardio-pulmonaire. Je vais évoquer ces chocs électriques et cette adrénaline qui était un des points de discussion et qui n'est pas à faire dans toutes les circonstances. Et puis le transfert pour une ICPR en utilisant le triage à l'hôpital.
Donc le premier point à discuter, c'est les drogues. C'est est-ce que l'adrénaline, elle a un intérêt? Alors, on n'a pas beaucoup de données et il n'y en a pas beaucoup de nouvelles. Il y avait des données expérimentales dans les années 2000 sur des cochons diminués à 26 degrés qui montraient quand même qu'il y avait un effet hémodynamique, même à 26 degrés de l'adrénaline. Ça, c'est sur la pression de perfusion coronaire. Ils testaient l'adrénaline et la vasopressine, c'est les deux courbes, et un peu plus de Rax dans le groupe qui avait eu l'adrénaline et une défibrillation qui était possible à la fin. En données épidémiologiques, on a nos collègues suisses qui ont publié cette étude observationnelle, donc avec toutes les limites d'une étude observationnelle, où finalement, il y a quand même beaucoup de patients hypothermes qui avaient reçu de l'adrénaline, y compris des doses largement au-dessus des recommandations, et ils notaient qu'il y avait quand même une réponse de la fréquence cardiaque et une réponse attendue à l'adrénaline, un certain nombre de patients qui ont eu une reprise d'activité circulatoire, un certain nombre de patients qui ont eu aussi des défibrillations avec une reprise d'activité circulatoire. Et donc, ce registre, il montre un petit peu que, alors si on n'a pas de preuves formelles, il y a quand même probablement un effet, même si on sait qu'il est probablement réduit. Et donc, dans les recommandations, on a fait un peu un mix entre les deux. On a dit, ce qui est recommandé, c'est d'aller à l'ECMO si on peut y aller rapidement. Si on a un délai à l'ECMO, sans pouvoir dire de combien est ce délai, c'est probablement intéressant de faire au moins 1 milligramme d'adrénaline dans la prise en charge pour essayer d'avoir une RAX. Voilà, donc c'est un peu à balancer dans les effets et on peut faire une tentative de défibrillation, ça, il n'y a pas de problème, mais il ne faut pas en faire beaucoup puisqu'on sait que si ça n'a pas marché sur les premières tentatives, il vaut mieux transporter et aller à l'ECMO derrière. L'autre chose, et là, on n'a pas vraiment de données dans l'hypothermie, on a des données dans l'arrêt cardiaque réfractaire. Donc finalement, qu'est-ce qui est recommandé pour contrôler les voies aériennes et ventiler ces patients? Donc dans l'arrêt cardiaque tout venant, dans les recommandations, ça a été plus clair. Si on sait intuber, c'est-à-dire qu'on a une formation et qu'on est capable d'avoir 95% de réussite à l'intubation, c'est probablement mieux d'intuber ces patients. Donc ça, c'est possible dans le système français, même si en montagne, on sait que c'est parfois difficile, donc toujours pareil, à peser. Si on utilise un dispositif supraglottique, il faut plutôt utiliser l'IGEL, c'est celui qui est recommandé, et sinon, ventiler au bas-vu. En tout cas, dans l'arrêt cardiaque tout venant, on n'a pas de preuve qu'il y ait une différence d'efficacité entre ces trois alternatives. C'est un petit peu différent probablement dans l'arrêt cardiaque réfractaire, mais j'en parle juste après. Donc voilà, donc intubation pour nous en secours, je pense intubation, dispositif supraglottique et plutôt l'algène en alternative. Mais si on peut plutôt intuber ces patients. Je dis ça parce qu'on a les données de Minneapolis qui sont intéressantes sur des arrêts cardiaques réfractaires où ils ont comparé les patients qui ont utilisé un IGEL en préhospitalier versus des patients intubés avant la pose d'une ECMO pour arrêt cardiaque réfractaire hors cas d'hypothermie. Et ils montrent quand même que les patients intubés, ils ont une PO2 qui est un peu plus élevée, une PaCO2 qui est un petit peu plus basse, et puis un devenir neurologique qui est un peu meilleur chez les patients intubés par rapport à ceux qui sont ventilés avec un dispositif supraglottique. Donc sur le transport, le dispositif supraglottique, c'est peut-être quand même un peu moins bien, et si on sait le faire, autant essayer d'intuber ces patients. Voilà. En tout cas, ces patients, comme Marc l'a dit, ils sont souvent hypoxiques. Donc, dans la recommandation, il est bien indiqué de faire d'abord 5 insufflations pour essayer de les ventiler, de les réoxygéner. Et puis après, de rapidement passer à faire du 32 dans la poursuite de la prise en charge. Et puis, dès qu'ils sont intubés, une ventilation en continu. Donc, c'est cette ventilation en continu qu'on va aborder derrière. On sait que quand on ventile au bas-vu, on n'est pas très souvent efficace. Ça a été montré par ces données issues d'une étude prospective qui montre qu'il y a quand même beaucoup de patients quand on ventile au bas-vu qui ont une ventilation inefficace et que ça a un impact sur la survie dans l'arrêt cardiaque tout venant. Et donc, c'est encore un argument de plus pour aller vers ce contrôle des voies aériennes et essayer d'avoir une ventilation qui soit un peu plus efficace chez ces patients qui en ont vraiment besoin. Et donc, on se retrouve vraiment avec cette balance à avoir dans la ventilation qui est importante. On ne veut pas trop ventiler et pas surdistendre les poumons parce qu'on sait que ça va gêner la perfusion cérébrale. On ne veut pas qu'il soit peu ventilé parce qu'on sait qu'on va ventiler très en dessous de la CRF et ça va entraîner une fermeture des voies aériennes et gêner aussi l'hémodynamique. Donc, pour le transport de ces patients, on veut avoir un équilibre entre le volume insufflé et
et la RCP qui est poursuivie. Et donc finalement, le meilleur moyen pour nous de contrôler cette ventilation, c'est probablement d'utiliser un respirateur pendant le transport de ces patients, mais sous réserve de bien le régler, parce que si on utilise un respirateur mal réglé, on risque de diminuer le volume courant, on risque d'avoir des pressions qui vont être très élevées, qui vont gêner aussi ces volumes insufflés, et donc on risque d'avoir des échecs de ventilation, et donc il faut bien régler son respirateur. Et donc, pour bien le régler, c'est un exemple d'un mauvais réglage où le trigger du respirateur est resté sur on et on voit en fait qu'il va déclencher à chaque décompression. Et donc, on se retrouve avec 17 insufflations en 50 secondes, ce qui est probablement très délétère parce qu'on va avoir beaucoup de pression positive intrathoracique. Donc, bien réglé. Et donc, les recommandations, elles indiquent le réglage si on a une ventilation mécanique qu'il faut avoir avec son respirateur. 6 à 8 millilitres kilo, donc ça c'est classique. Une fréquence respiratoire autour de 10. Plutôt pas de PEP ou une PEP faible. Ça c'est pour pas avoir trop de pression intrathoracique et gêner le retour veineux et gêner la circulation cérébrale. Bien mettre son trigger sur off, mettre une pression max plutôt élevée à 60 pour pas avoir un blocage de l'insufflation parce qu'on va atteindre cette pression max, même si c'est pas si souvent le cas que ça on fait pendant la RCP. Et puis un point important aussi, et qui change les réglages classiques auxquels on ne pense pas beaucoup, c'est qu'il faut vraiment que le temps inspiratoire il soit de 1 seconde. Donc soit vous avez le réglage du temps inspiratoire, soit vous réglez le I sur E à 1 sur 5. Ça vous fait une insufflation sur 1 seconde. Ça évite d'avoir des temps expiratoires qui sont trop longs et qui vont faire une pression positive qui va être trop longue pendant l'expiration et du coup gêner la circulation cérébrale et tout ce qui va derrière. Donc voilà, donc c'est des réglages qui sont particuliers, qui a intérêt à savoir. Donc nous, on les a mis sur nos respirateurs, mais faites vraiment attention. Là, on participait à une étude où on regardait les réglages, qui étaient faits en pratique sur les respirateurs, et c'est souvent mal réglé. Donc il faut vraiment être vigilant. Voilà, et mettre évidemment une FiO2 à 100% pendant cette phase et pendant le transport de ces patients. Euh, on a rappelé pendant très longtemps pour le triage intra-hospitalier de ces patients hypothermes, on n'utilisait que la kaliémie avec des critères très élevés, kaliémie supérieure à 12 pour arrêter la réanimation, 8 millimoles chez l'avalanché. Avec les difficultés, donc la méthode de mesure est un peu plus calibrée. Maintenant, on a dit veineux en fémoral. Et donc maintenant, ce qui est vraiment recommandé, c'est, et ce qui est indiqué, un seul score. On a simplifié au maximum dans les recommandations. Donc le score HOPE, et qui permet d'éviter quand même d'implémenter sous ECMO des patients qu'on aurait fait avant en se basant que sur la kaliémie, en prenant les autres paramètres. Et donc, voilà, ceux qui ont un score supérieur à 10, supérieur à 10% de probabilité de survie avec le score HOP, peuvent être implémentés. Et donc, c'est vraiment important de le faire. Voilà. Donc, bien rappeler que hors traumatisme, l'hypothermie, c'est un facteur de bon pronostic. On n'a pas de risque, mais là, on est un peu en dehors parce que nous, on n'avait que des arrêts cardiaques là, mais pas de risque d'arrêt cardiaque si la température est supérieure à 30 ou si le patient a un Glasgow supérieur à 10. C'est intéressant de juste regarder le Glasgow des fois. Ne pas abandonner quand il y a une hypothermie avec arrêt cardiaque, surtout s'il survient devant témoin, surtout si c'est un risque au collapse. Donc là, ça a été redit, mais pas de limite à la durée. Donc ça peut être plusieurs heures. Et vraiment, il ne faut pas abandonner pour ces patients. Et on fait le tri à l'arrivée. Mais voilà, donc c'est sûr que ça mobilise des moyens, mais il faut le faire. Et vraiment penser à l'ECMO rapidement pour ces patients et essayer de les ramener le plus vite possible vers un centre qui pourra mettre une ECMO. Et j'ai mis la phrase de Winston Churchill pour terminer que il ne faut pas abandonner. Never give in, never, never, never. Voilà. Super, merci beaucoup Guillaume pour cette présentation et puis toutes ces précisions. Merci pour ce message d'espoir aussi pour ces patients hypothermes. Et le temps que François vienne nous rejoindre et qu'on lance la prochaine présentation, j'en profite pour vous annoncer que la procédure justement sur la prise en charge de l'hypothermie Urgara devrait arriver, on va dire rapidement dans la première moitié de cette année. Hop, je fais le switch. Oui,
Oui, c'est vrai que pour le traitement des questions, alors il y en a qu'une, donc je vais peut-être la traiter tout de suite. Euh, J'ai fait la question en ligne, Ouais. vous avez, Ouais. Donc sur la question là, des voies aériennes, bien sûr, elle est traitée et dans la feuille de recueil, le paramètre obstruction ou pas des voies aériennes est bien entendu recueilli. Et d'ailleurs, on voit sur les données que je vous ai présentées que 48% des patients qui ont les voies aériennes compromises décèdent. Donc ça, c'est effectivement un facteur important à prendre en compte. N'hésitez pas, on fera le tour des questions à la fin. Et en attendant, François, c'est à toi. Merci. Donc, surtout, merci à Urjara pour nous avoir permis de faire ce webinaire, hein. C'est la première fois qu'on fait une telle manifestation sur le thème de l'avalanche. Et je vous rappelle qu'il y a 20 ans, on a eu la pire saison en 2005, c'était la pire saison d'avalanche avec une 50 décès. Souviens-toi, Guillaume, on avait travaillé ensemble notamment sur un secours. Euh, et puis, ben voilà, il y a presque aussi 10 ans, quasiment jour pour jour, où on a vécu l'avalanche de Valfréjus, 33 ensevelis, 19 personnes complètement ensevelies, 6 décès. Et tout ça, vous savez que c'est un petit peu un sujet qui m'intéresse. J'ai pris quelques notes pendant vos interventions précédentes sur la question des voies aériennes. Juste une remarque, c'est que effectivement, on a tendance à penser que l'asphyxie égale bouchon de neige. Peut-être que ce n'est pas que ça, l'asphyxie. Il peut y avoir aussi une part d'asphyxie traumatique ou positionnelle, et c'est-à-dire que quelqu'un qui a la cage thoracique qui est comprimée, et on a des témoins qui ont vécu ça, qui ont survécu, qui nous disent, ben voilà, quand on est dans le rouleau enfin dans la machine à laver d'une avalanche, un coup dessus, un coup dessous. Ben, quand on est dessous, ben, on sent que ça pousse très fort. Et il n'y a rien de plus simple que de provoquer un arrêt cardiaque, de comprimer le thorax, même si les voies aériennes sont libres. Voilà. Donc ça, c'est un aspect qui est assez méconnu. De la même manière que l'asphyxie positionnelle, vous prenez quelqu'un, vous lui mettez les mains dans le dos, vous l'allongez par terre, pour peu qu'il soit en surpoids. Et ça, on le sait malheureusement quand il y a des interventions de maintien de l'ordre qui ne sont pas conformes aux réglementations, en 10 minutes, on a un arrêt cardiaque et un décès. Et ça peut tout à fait arriver parce que la position dans laquelle se retrouve la volonté, elle est un petit peu aléatoire et il y a quand même la moitié qui sont en supination, l'autre moitié en pronation. Voilà. Euh, Bon, aussi, j'avais noté sur les travaux d'Amandine Faure sur la partie traumatique. Et ce qui est très intéressant de l'approche médico-légale, c'est que ça coupe, ça tord un petit peu le cou à tout ce qui est l'intuition, et on pense que. Et Amandine a montré, je pense qu'elle nous écoute là du reste, que paradoxalement, plus on était enseveli, moins on avait de lésions, de fractures. Et oui, mais bon, il y a une petite tendance, ce qui paraît assez contre-intuitif, et ce qui nous amène à penser que faut continuer de faire de la recherche, notamment avec les collègues légistes. Une petite remarque aussi, tu parlais du stress post-traumatique. Sachez que quand vous êtes enseveli, que vous êtes conscient sous la neige, et bien vous entendez tout ce qui se passe en surface. Et peut-être que dans la prévention de l'état de stress post-traumatique, faut que les sauveteurs et nous, les médecins, on fasse attention à nos propos pour pas affliger les victimes qui attendent d'être secourues de propos qui peuvent les démoraliser. Effectivement, aussi, ce que j'ai noté, c'est que sur la traumato, ce paradoxe où on a quand même des décès qu'on pouvait penser être asphyxiques, mais qui concernaient des gens traumatisés, mais gravissimes, polyfracassés. Et à contrario,
même si on a montré qu'on a beaucoup de grades C qui s'ignorent, il y a quand même les gens qui sont j'ai l'impression que les gens qui sont très, très polytraumatisés sont souvent décédés. Et que moi, j'ai assez peu de souvenirs de ce cours où on avait, chez les gens, je dis bien ensevelis, des polytraumatisés comme on en a dans les accidents de montagne, hormis le simple fait qu'ils ont fait 200 mètres de chute dans un couloir bousculé par une avalanche. Mais c'est pas vraiment un problème d'ensevelissement. Bon, la systolie aussi, on en a parlé il y a quelques jours avec nos collègues Giacomo et Herman. Euh, Attention de ne pas prendre une asystolie, ne pas prendre pour une asystolie une fibrillation avec des petites mailles. Hein. Et là, ça peut desservir le patient si vous estimez que non, il est en asystolie, celui-là je le mets de côté. Regardez bien de près, peut-être avec une loupe. Et je vois que Giacomo acquiesce. Voilà, bon. Dernière chose, et puis je vous parle de multivictime. Le retour d'expérience de la patiente que Guillaume a parlé, le secours, je vous rappelle que ça a été un secours non médicalisé jusqu'à l'ambulance. Hein. Et ça, bon, je connais bien le sauveteur chef d'opération. Ça a été possible parce que, eh ben voilà, en Savoie, et c'est comme ça dans pas mal de bases, la promiscuité, dans tous les sens nobles du terme, entre les sauveteurs et les médecins, fait que les sauveteurs ont accaparé cette notion et ils sont tout à fait capables de gérer une intermittent CPR peut-être mieux que nous. On a eu un autre cas aussi en Savoie en 2018, peu de temps après l'ICA. Bon, allez, on va parler multivictimes. Dans ces diapos, je remercie aussi Laurent Gabili et Philippe Dalmont qui m'ont prêté des slides dont on parlera à la fin. Alors, est-ce que ça peut marcher là? Ça a marché tout à l'heure. Voilà, ça, je vous montre le journal télévisé du 30 mars 1980. C'était un jour d'élection de président de la République. Et vous reconnaissez Christine Ockrent alors qu'elle était toute jeune. Un groupe de 5 skieurs qui a été surpris par une avalanche. 3 ont pu se dégager par leurs propres moyens et sont indemnes. Un 4e a été secouru par le groupement de gendarmerie, mais il était trop tard. Le 5e n'est pas encore retrouvé. À Bonneval-sur-Arc, où l'avalanche a fait 5 morts. Donc voilà, ça c'était il y a un paquet d'années. Donc à l'époque, l'hypothermie, c'était pas connu. Bon, tous ces patients décédés. Hein. Par contre, voilà, hier soir en préparant, je me suis contenté de regarder Le Dauphiné libéré, hein, qui est et voilà, même chose, voilà, 6 décès en un week-end. Donc, l'avalanche multivictime, et comme tu le rappelais, la moitié des avalanches sont multivictimes, c'est quelque chose qui est d'actualité et pour lequel il faut se préparer. Alors, 2-3 petites notions, mais que vous connaissez toutes. Quand on fait du multivictime, de la médecine de catastrophe, la première chose, hein, quand on est sur place, on va parler d'abord des premiers intervenants, c'est de dénombrer. Hein. Ensuite, il faut identifier. Hein, on ne va pas demander le nom des gens. Hein, on leur met une étiquette, un bracelet, et voilà. Ensuite, on les trie. Alors, le tri, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Hein, on les évalue, savoir s'ils sont vivants ou morts, tout ça. Et ensuite, on les priorise. Ah là, ça devient un petit peu plus compliqué parce que vous voyez tout de suite que dans certains cas, c'est compliqué de prioriser. Soit ils sont tous pas graves, soit ils sont tous graves, soit ils sont tous vivants, soit ils sont tous pas vivants. Et la difficulté, c'est d'avoir passé du temps à prioriser sans avoir réussi à en faire quelque chose. Et ça peut être du temps perdu, enfin, c'est jamais du temps perdu, mais en tout cas, c'est un truc sur lequel on va revenir. Bien entendu, il faut tracer.
tracé, c'est ce qui a été bien décrit par Marc tout à l'heure, et ça a été publié par nos collègues italiens et autrichiens. Hein. Si vous constatez un décès et que vous êtes le premier intervenant et que après vous allez vous porter sur un autre secteur de l'avalanche pour compte, et que vous n'avez pas mis une étiquette en disant que le patient, vous aviez constaté qu'il avait de la neige dans la bouche, que vous avez bien entendu libéré les voies aériennes, du coup vous enlevez le bouchon et qu'ensuite vous laissez la victime à l'air libre, eh ben c'est pas impossible que quelqu'un qui arrive derrière se dise ah, peut-être qu'il était vivant, peut-être qu'il fait un rescue collapse, et hop, on le réanime, et ainsi de suite. Et un peu comme dans la tragédie du Heysel, dans ce stade de Bruxelles, dans les années 80, hein, sur un mouvement de foule, où des victimes ont été réanimées jusqu'à 4 ou 5 fois, parce que, par des équipes différentes. Donc tracer, c'est vachement important. Et bien entendu, traiter avec la perspective pour les patients en arrêt cardiaque. Est-ce que c'est un patient qui est éligible pour une ECMO, qui est peut-être une de ces licornes, et les licornes, ça existe, je vous le confirme. Et ou est-ce que c'est un traumatisé sévère pour lequel il ne faut pas traîner, il faut l'amener vers un niveau 1, et tout en sachant que l'hypothermie, ce n'est pas l'apanage de l'hypothermie pure, un traumatisé, et sera lui aussi hypotherme. Les outils de triage, eh ben ouais, faut des fiches, et faut des numéros, faut des étiquettes, faut des bracelets sinus, tout ça. Et ça, c'est pas simple, hein, mine de rien. C'est toute une logistique à avoir dans les bases. Et voilà, sur l'avalanche de Val-Fréjus, je me souviens que finalement, il y a eu plusieurs secteurs. Il y a quand une partie du secteur où on avait les fiches et l'autre partie où on n'en avait pas. Ça a engendré de la confusion, de la perte de temps. Donc, dans vos bases, équipez-vous. Voilà. Le triage, je ne reviendrai pas sur tous les outils dont on dispose. On a connu, hein, les plus vieux qui sont autour de cette table, l'absence de recommandations. Et l'absence de règles et tout ça. C'était très compliqué. Et aujourd'hui, on ne peut que se féliciter d'avoir tous ces outils. Juste un petit bémol quand même, c'est qu'il y a certaines conformations, et notamment multivictimes, où le triage finalement ne permet pas de trancher. Pardon, hop, je reviens un petit peu en avant, je vais aller un petit peu plus loin. Voilà. Les angles morts du triage. Si par exemple vous avez plusieurs victimes qui sont dégagées tardivement à plus de 60 minutes, pour peu que vous n'ayez pas en plus de scope, parce que bon, le scope, on vous l'a volé, et où il est tombé, c'est déjà arrivé que des médecins perdent leur scope, hein. Ou que tout simplement l'histoire des voies aériennes, ça a été, on ne sait pas. Voilà. En tout cas, quand vous arrivez, vous ne savez pas. À la fin, l'algorithme, il vous dit que, de toute façon, si vous ne savez pas qu'on est à plus de 60 minutes et à moins de 30 degrés, et ce qui est normal de se refroidir, hein, quand on est 2 heures après l'accident, et peut-être même que les gens qui ont une activité cardiaque se refroidissent plus vite que ceux qui sont en arrêt, hypotherme. À la fin, ça vous dit, le triage, ça vous dit, en fait, non, ça répond pas. Donc, il faudra quand même les emmener à l'hôpital. Un point aussi important, et je le mets à droite, et on l'a dit, c'est que ça, c'est une photo de l'avalanche de Armançon, qui date d'il y a 3 ans, je crois. Une avalanche, voilà, c'est une avalanche de printemps, c'est pas une avalanche d'hiver. Elle est partie quasiment de tout en haut jusqu'à tout en bas. Elle a fait 1000 mètres de dénivelé. L'accident a dû durer 10 secondes. Donc, il y a une dizaine de victimes. Une dizaine de victimes qui font 1000 mètres de dénivelé en 10 secondes. Autant dire que l'énergie cinétique était telle que la survie était impossible. Bon, mine de rien, et comme ça a été dit par Marc, il y a les critères traumatisme fatal évident, ils n'étaient pas respectés. Les autopsies nous ont montré que les gens étaient tous polytraumatisés, plus que graves. Et les informations sur la densité de la neige, la profondeur d'ensevelissement, même si ça a été décrit par
par nos collègues du Sud-Tyrol, en fait, c'est pas quelque chose qui est recommandé d'être utilisé pour faire du triage, mais peut-être que, et ça, je pense que ça nous manque. Attention aussi sur la température, hein, on est tous d'accord, un patient hypotherme à moins de 30 degrés, mais attention, la mesure de la température, est-ce que le patient, il a été dégagé par un autosauvetage et le temps que vous arriviez, il est resté 45 minutes à tous les vents, effectivement, vous avez un patient hypotherme, mais est-ce qu'il était hypotherme sous la neige ou est-ce qu'il s'est refroidi une fois que 15 hélicoptères sont venus faire des treuillages au-dessus de sa tête? Voilà. Alors, pour avancer, moi, en tant que médecin de catastrophe, moi, ce qu'il me faudrait, c'est plus de critères de triage. Hein. La médecine légale et puis l'épidémiologie peuvent peut-être nous aider. Ça, j'ai recensé à peu près, comme j'ai pu, les publications les case reports de Rescue Collapse. À chaque fois en reportant la profondeur d'ensevelissement, 70 cm, il y en a un, il y a la main qui dépassait, 1 mètre, 30 cm, 70 cm. Bref, peut-être que avec notre registre et le travail fait avec les sauveteurs qui, vont se mettre à analyser la cinétique, 2, la profondeur, 3, la densité de la neige, peut-être qu'on pourra avoir des critères qui nous diront qu'un rescue collapse par hypothermie pure n'existe pas. On n'en a jamais vu à plus de 1,20 m ou je sais pas quoi. Et ça, voilà. Alors tout le monde n'est peut-être pas d'accord dans tous les pays, mais je pense qu'il faut quand même qu'on avance là-dessus pour avoir des critères un petit peu plus étoffés et pour avoir un triage qui donne plus de priorité. Alors, en attendant, ça, on a parlé des victimes, des triages, mais il faut aussi s'intéresser à ceux qui font le secours. Et il faut les former. Alors, vous connaissez tous, vous avez tous entendu parler de cette histoire, hein, ce pilote-là qui a été capable de poser un avion, de le faire atterrir sur la mer, alors qu'il avait plus, sur les 2 moteurs, il n'y en avait plus aucun qui fonctionnait. Ça a été possible parce que ce gars-là était expérimenté, mais en fait, c'est un type qui travaillait, hein, qui s'était posé la question, et puis qui avait de l'expérience, qui avait fait la guerre, et qui était formateur, et qui avait travaillé sur les facteurs humains, et qui avait anticipé le fait d'avoir des pannes. C'est pour ça que avec la NMSM, depuis une dizaine d'années, on fait cette formation à Frédières, donc demain après-demain, je vous donnerai les dates de la prochaine session. Le but étant un peu comme les pilotes qui doivent garder toujours, qui doivent toujours se dire mon avion il doit voler, hein, et pas partir en piqué dans la mer, dans l'océan Atlantique, alors que finalement les moteurs fonctionnent, que l'avion est intact. Être capable de garder les commandes, de savoir où ils vont, d'avoir une destination, et puis de communiquer et de faire ces 3 opérations. C'est un petit peu ce que j'essaye de reproduire à Frédières. Pour qu'on ait des gens qui soient dans la proactivité, hein, et qu'ils anticipent les solutions et qu'ils aient plusieurs plans, des fois que finalement le triage soit plus compliqué, qu'il y a plus de monde que prévu, et ainsi de suite. Sinon, ils vont simplement se retrouver à devoir à réagir. Ah, putain, il y a un imprévu, trouver une solution, ça prend du temps. Ou pire, de ne pas avoir de solution, d'attendre que les renforts reviennent et puis ils traitent le problème. Ou pire, de jamais avoir de solution, jamais avoir de renfort, et puis finalement, une mission qui devient calamiteuse, et peut-être que ça aussi, c'est l'état de stress post-traumatique, mais cette fois-ci pour les médecins. Alors, voilà, ça c'est une manière de penser toute personnelle, hein, c'est pour ça que je l'ai écrite à la main. Voilà, vous devez vous dire que voilà, si le plan ne fonctionne pas, vous allez le fabriquer. Hein, en essayant de récupérer un maximum d'informations pour avoir conscience de la situation, prendre des décisions immédiates en piochant dans des boîtes à outils ou en écoutant les autres, et puis en balançant entre plusieurs options, laquelle a des avantages, laquelle a des avantages, et ainsi de suite. Communiquer avec l'arrière, avec l'avant, avec le commandant des opérations de secours, et de vous dire qu'est-ce qui va se passer dans un quart d'heure, et voilà. Alors, ça, c'est une boîte à outils, hein, ça, c'en est une autre. C'est pas parce qu'on a une boîte à outils qu'on est obligé de se servir de tous les outils.
qu'un ami pas très loin de moi là m'avait sorti cette phrase que c'est pas parce qu'on a un nouveau marteau que tous les problèmes deviennent des clous. Et je pense que c'est très vrai. Euh, L'autre chose aussi, et ça apparaît dans une de tes diapos après, c'est-à-dire que euh, anticiper les choses. Vous avez reconnu Jean-Claude Van Damme, BioWare. Alors tout le monde se moque de lui, mais ce gars-là, bah, moi je trouve que là, quand il fait ça, bah, il a tout à fait raison. Et qu'est-ce qu'il dit quand il dit BioWare? Eh ben tous les jours que vous arrivez à la base, eh ben vous faites un briefing. Et s'il se passe une avalanche, et s'il y a du multivictime, et comment on ferait si par exemple, voilà, c'était sur un domaine skiable que personne n'a de DVA, et sur une piste verte avec des enfants, et ainsi de suite en faisant donc du briefing quotidien, des exercices de visualisation mentale et en vous posant la question what if. Un point aussi qui me paraît important, c'est de s'approprier certains modes de raisonnement pour gagner du temps. Alors là, ça c'est la centrale nucléaire de Tchernobyl. En sûreté nucléaire, les ingénieurs, ils ont développé, suite à des retours d'expérience, une approche qui est dite une approche par état. C'est quoi une approche par état? Ça s'oppose à une approche par compréhension. C'est-à-dire que vous avez un accident, vous essayez de comprendre, comme une maladie, on essaye de trouver la cause et puis de traiter la cause, ce qui est, d'un point de vue du raisonnement, est magique et c'est la classe absolue. Sauf que, quelquefois, de comprendre le mécanisme, ça va vous prendre 2 ans et que, comme le pilote qui a dû poser l'avion, vous n'avez que 90 secondes pour prendre une décision, avec des chiens qui aboient, un chef des pistes qui est là, un pilote qui vous met la pression. Donc, l'approche par état, c'est d'aller vers une solution de repli qui, statistiquement, risque de couvrir tous les cas de figure que vous avez en face de vous. Et ça, j'y pense notamment, voilà, domaine skiable, personne n'a de DVA, piste verte, on a eu ça quand j'étais encore en Maurienne, hein, à Valseny, hein, une énorme avalanche sur un domaine, sur une piste verte, entre midi et 2, grâce à Dieu, ils étaient tous au restaurant, mais c'était une avalanche monstrueuse. Il n'y a eu personne dessous. Mais vous imaginez sur un domaine skiable, des enfants, pas de DVA, des recherches qui vont se retrouver, qui vont prendre du temps, faire venir les chiens, les vagues de sondage. Quand vous allez dégager tout ce beau monde, ben, l'heure sera passée. Si vous prenez les températures et qu'il vous reste des thermomètres ou des sondes, eh bien, vous allez vous retrouver avec un petit 28 degrés. Vous allez suivre l'algorithme et l'algorithme, il va vous dire quoi? Ben, vous allez au CHU, tout ça. Donc, autant prendre les devants de se dire que comment on s'organise quand on a 5 ou 6 ou 10 personnes qu'il va falloir transporter pour faire du triage, du hop-score. Et quand on part, voilà, et on va directement dans cet état d'esprit, ce qui nous amène à l'esprit de la procédure Renault, qui est une avancée considérable, d'anticiper cette situation en fonction d'une estimation de risque de crue. Alors, par exemple, je me tourne vers Loïc, le week-end du 10-11 janvier 2026, on était en quel niveau hier? Eh ben là, hier, on était... alors, qu'est-ce qu'on avait dit? Au moins en niveau 2, voire en niveau 3, hein, parce que au moins 2 événements sur le département en moins de 2 heures, impliquant un nombre limité de victimes, ou au moins un événement sur le département et impliquant un nombre important de victimes et ou nécessitant une CLS. Et tu te rappelles qu'on s'était bien gardé de donner des cut-offs en termes de nombre de victimes. Hein, parce que un nombre limité ou un nombre important, c'est toujours difficile à définir strictement et il y a des paramètres environnementaux qui sont bien plus complexes et qui rentrent en jeu, évidemment, notamment la météo. Hein. Donc rien que pour la Savoie, hier, il y a eu 13 avalanches. Hein, et voilà, les infos que j'ai eues, c'est qu'au bout d'un moment, bah, ils n'avaient plus de sonde thermique et ça a entamé les réserves pour pouvoir faire du triage. Hein. Donc, à partir de ce moment-là, bah, la suite de tout ça. Alors, je te coupe, hein, mais Pascal nous fait remarquer là sur le voilà que hier il y a eu effectivement un événement ici Saint-Luc qui a été fait, donc on fait des outils. On y vient.
Et le corollaire de tout ça, c'est d'anticiper. C'est-à-dire que voilà, on a un BRA et personne n'a été surpris. Donc, voilà, d'être dans l'anticipation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Prévenir les SAMU voisins, déclencher l'astreinte des DSM départementales. Ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut probablement faire, appeler nos collègues du Déchaud et des moyens de CLS pour savoir déjà combien il y a de pompes qui sont disponibles. Parce que bon, toutes les pompes, je vois sur le CHU, il y en a un certain nombre, il y en a qui sont déjà occupées. Hein. Et voilà. Et puis, bien entendu, faire du triage au sens médecine de catastrophe, de la priorisation. Et c'est là que ça devient un petit peu touchy. Parce que quand on raisonne sur un département qui a des moyens, à la fois qui a des patients et qui a des moyens, admettons la Haute-Savoie, hein, vous avez des moyens de CLS, et puis vous avez des patients éligibles, il se peut que peut-être dans le département d'à côté, il y a un patient c'est pas un patient qui est hypotherme en asystolie, mais c'est un patient qui a fait un rescue collapse. Et là, c'est évident qu'il a peut-être c'est sur ce patient-là qu'il faut miser. Mais pas de chance, il est sur le département, le département d'à côté. Et c'est là que les SAMU doivent anticiper et se parler entre eux. Voilà, alors on avait commencé, cette diapo, elle date de 2-3 ans, et on avait imaginé une procédure régionale. Alors ça tombe bien, elle a vu le jour. Mais par contre, il faut aller un petit peu plus loin. Hein. Je dirais qu'une fois qu'on a compris qu'il fallait qu'on se parle, qu'on fasse d'avoir une situation awareness régionale, bah derrière, il faut qu'on aille jusqu'à la répartition. Et un peu comme à la méthode, un peu comme les gens qui font de la greffe, hein, l'établissement français c'est quoi l'organisme du prélèvement multi-organes? J'ai oublié. Bref, l'agence de biomédecine, pardon. Voilà, d'avoir des règles à l'avance pour pas perdre de temps à se faire des civilités. Non, mais attends, vous gardez vos pompes. Ouais, mais bon, vous avez déjà pris 2 patients de la Haute-Savoie. Non, chacun. Et ces règles-là, plus elles sont chiadées, et plus elles sont connues, et plus elles sont partagées, et plus ça ira vite. Mais ça ne dispense pas aussi les hôpitaux d'avoir leur propre procédure. J'entends par là que, comme on a dit, on va pas pouvoir amener forcément tout le monde, tous, au trauma center niveau 1 ou vers les pompes. Mais je pense qu'il faut aussi que les hôpitaux qui ne sont pas éligibles pour le CLS, ils peuvent quand même calculer un score HOP. Hein, et donc, il faut qu'ils se préparent à avoir une procédure d'accueil des victimes. Alors, ça, c'est les diapos de Laurent et de Philippe Dalmont. Laurent Gavilly, qui est le responsable SSE zonal. Bon, le rôle du SAMU, je vais passer, vous les connaissez toutes, je passe dessus. Mais pourquoi et comment intervient un SAMU zonal? Le SAMU zonal, il a quand même un rôle d'appui qui peut être important, notamment pour commencer à mobiliser des moyens hors du département impacté, faire de la coordination sur la disponibilité des lits de soins critiques, et j'entends par là, y compris du déchocage et des pompes d'ECMO. Et puis, voilà, avec un cas particulier, c'est que vous pouvez avoir une situation où finalement le SAMU zonal n'est pas activé parce que le SAMU, il est capable d'appeler les SAMU limitrophes. On a le droit de le faire. Et puis, tout ça, ça nécessite, sur la droite de la diapo, d'utiliser les outils de gestion de crise informatique, civique, SI Orsan, SI SAMU, et c'est ce qu'on va faire après-demain. Voilà. Donc, les crues avalancheuses, elles existent. La cinétique de ces crises, elle est extrêmement importante. On n'a pas le temps de se réunir pour faire une réunion pour savoir comment on va la gérer. Il faut que les acteurs de terrain, ils aient déjà des réflexes, trier, badger, tracer, et que ceux qui sont en régule anticipent, appeler les SAMU voisins, le SAMU de zone, et puis avoir rapidement une disponibilité des moyens et des ressources. Le triage sur le terrain, alors
bien entendu que tous les algorithmes, et je bénis tous ceux qui ont travaillé, qui ont fait de la recherche clinique, et que c'est un progrès. Néanmoins, avoir conscience qu'à l'avenir, enfin, que dans certains cas, il ne permet pas de trancher, et que ça, il faut se préparer à ça. Les licornes, ça existe. Les avalanches sont toutes différentes. Si, elles existent. J'ai serré la main d'une licorne il y a 4 jours. Voilà, qui jouait du piano. C'était magnifique. Mais voilà, les licornes existent. Les avalanches sont toutes différentes, hein, et on ne va pas traiter de la même manière une avalanche à Bonneval-sur-Arc en multivictime ou à Val d'Isère qu'une avalanche au Grand Colomb, où quand on est au Grand Colomb, ben, on peut quasiment le voir depuis la fenêtre d'où on est. Pour améliorer tout ça, augmenter la performance et les critères de triage, notamment avec la cinétique, la nivologie, former et entraîner les gens, faire travailler les régulations régionales sur les orientations et puis créer des procédures locales. Alors, pour une fois, je suis très en avance, hein, parce que la prochaine édition de Frédière, ce sera en 2027, du 11 au 13 janvier. Enfin, j'ai mis le 11 parce que je considère que le fait de faire un webinaire et la conférence de tout à l'heure, l'an prochain, je voudrais le refaire encore. Et en tout cas, et s'il y a des gens qui veulent se joindre à nous, demain et après-demain, il y a de la place. Super. Ben voilà. Eh ben, merci beaucoup, François. Si il y a des questions, que ce soit sur la présentation de François ou sur cette thématique en général, vous pouvez les poser là dans les messages. S'il y a d'autres questions, évidemment, vous n'hésitez pas à nous solliciter, soit par mail directement, soit en passant par le site de Urjara. Donc encore une fois, merci la Urjara de nous permettre de faire ces journées thématiques. J'en profite pour remercier tous ceux là qui étaient présents sur le webinaire. Je remercie vraiment tous les médecins et les secouristes, parce que c'est un travail commun qui nous permettent d'alimenter le registre, hein. Les travaux qu'on vous a présentés, c'est vos données, c'est vos travaux aussi. Donc encore merci et continuons comme ça. Un message d'ouverture vers les collègues des autres massifs qui je sais, nous regardent. On a hâte de pouvoir travailler avec vous. Voilà. Et puis un grand merci à toi, François, avec ton énergie toujours débordante, qui nous a permis d'organiser cette belle session. Ouais, je pense que là, il y avait le Massif central, les Pyrénées, les Alpes du Sud. Donc voilà, c'est. Ah oui, non, mais. Ouais, là, on a eu même 116 participants à un moment, c'est super. J'ai une question. Hier, on n'a pas fait le recensement des ECMO. Ah. C'est une remarque collective des différents salles. Ouais. Mercredi, il faudra compter les pompes et puis place de réa. Exactement. Et c'est vrai que c'était intéressant. Ta remarque elle est intéressante. Je reviens juste, hein, mais je me permets de Valfréjus. On a une information qui est quand on a l'alerte qui est un peu particulière. C'est une alerte transmise par un militaire qui a un fort accent étranger et qui annonce une avalanche sur la piste verte, hein, ce qui n'était pas du tout le cas. Eh ben, quand on a pu faire remonter cette info à Marc et puis Pierre, hein, Pierre Bouzat, cette info, elle a eu elle a fait son petit chemin. Donc, ils ont dit piste verte, piste verte. Qu'est-ce qu'on trouve sur la piste verte? On trouve des enfants. Ils ont appelé la réa des enfants. La réa des enfants, ils ont fait de la place. Et ainsi de suite. Et ce qui fait que moi, quand j'arrive sur le terrain, posé par Chouka, qui entre-temps avait eu la présence d'esprit. On avait un pilote qui était dément, quoi, qui avait dit attends, je viens, c'est bien que tu viennes, mais moi je repars avec des matelas coquilles. On a rempli le cargo de matelas coquilles, ils ont tous servi. Quand j'arrive et qu'il me pose sur le terrain, Bouza me met un message, un texto, il y a 7 pompes d'ECMO qui t'attendent. Voilà. Donc à partir de ce moment-là, j'ai plus grand-chose à faire. Et C'était facile. C'était facile. À tel point qu'on a même réanimé un patient qui n'avait pas de critères de réanimation en termes de multivictimes.
Bon, voilà, un arrêt cardiaque et asphyxique, mais qui est reparti et qui, bon, voilà, ça donnait lieu à un prélèvement multi-organes. On n'a pas trop parlé aujourd'hui. C'est pas Il y a encore voilà. pour l'année prochaine. Mais en attendant, voilà. Très bien. Allez, je termine. Il y a une question. Est-ce qu'un médecin du secours doit être équipé d'un sac airbag? Je réponds sous votre œil là, mais oui, moi je pense qu'il faut qu'il ait un sac airbag, un gilet, enfin en tout cas voilà. Est-ce qu'il y a en termes de survie, en tout cas, ça permet d'améliorer, on a plus de probabilité d'être au-dessus de l'avalanche. Et encore une fois, vous avez vu, les patients qui décèdent, c'est majoritairement les ensevelis critiques. Lié avec les données du registre. Exact. Il n'y a pas beaucoup de Non. données de bonne qualité. Ouais. C'est ça qu'on voit bien qu'ils sont tous. Il y en a beaucoup qui Ouais. sont en surface, mais c'est vrai que. C'est un travail qu'il va falloir qu'on mène effectivement. 2004, nos collègues suisses, ils ont fait une présentation au congrès de 2005 de la NMSM sur accident de secouristes qui décèdent sur une avalanche. Et levé de doute, ils y vont, paf, ils éteignent les ERVA. Alors à l'époque, les DVA n'avaient pas le mode rescue qui se réactive automatiquement quand la personne ne bouge plus. Mais voilà, la sécurité, on l'a pas dit, mais c'est la sécurité des intervenants, c'est quelque chose d'important. Avalanche de 2012 à la dent arrachée, les médecins, il y a 6 victimes, ils sont tous graves, il y a plein de gens en arrêt. Les médecins, ils sont dans la tête dans le guidon. Bon, il faut le réanimer, il faut l'intuber. Là, il y a un chef d'opération qui arrive, un CRS de Courchevel, qui s'appelle Fred Millot, qui arrive, qui regarde tout ce qui se passe. Et pendant que les médecins étaient la tête dans le guidon, lui, il prend la plus belle décision de sa vie, il décide de faire évacuer tout le monde. L'hélico, le médecin voulait mettre dans l'hélico un mec intubé pour l'amener à Grenoble. Il dit non, non, l'hélico va évacuer tous les gens qui sont sur le terrain, quel que soit l'état des victimes. Il fait ça, il met les gens en sécurité. 5 minutes après, l'endroit sur lequel le secours avait lieu était balayé par une suravalanche. Donc la sécurité fait partie. Si on veut faire des secours, faut rester vivant. Bon, donc du coup, l'année prochaine, on parle de don d'organes, on parle de sécurité en secours, et je vois qu'il y a Antoine Aubrion qui est là, on parlera aussi de SI Orsan probablement l'année prochaine. Encore une fois, merci à tous d'avoir été présents, et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.